Bonjour. Je dois vous le confesser, longtemps, et parfois même encore aujourd'hui, j'ai trouvé que les gens qui parlaient de vin se la racontaient un peu, voire beaucoup. J'ai toujours aimé ça, le vin, moi, j'adore ça, le vin, mais les amateurs, ils m'agaçaient profondément. À renifler le nez dans leur verre pendant des heures, à faire tourner le liquide dans le verre, comme s'ils pouvaient lire dans les entrailles du machin. Puis cette manière de faire des bruits en avalant de l'air, de mâcher leur vin comme s'il s'agissait d'un steak. Et encore, tout ça c'est rien, parce que après venaient les mots. Il est vif, il est minéral. Là, on est sur le fruit, des notes de réglisse, de fraises écrasées, un arôme de cuir, très léger, mais qui se révèle en finale. Oh mon Dieu, j'avais envie de leur dire, arrêtez vos salades, bande de snobs, vous n'êtes pas capable de l'apprécier, mon vin, sans en faire toute une démonstration. Moi je le trouve très fin, léger et délicat ce Bourgogne blanc, et j'ai pas besoin d'en rajouter des caisses. Et puis je me suis surpris moi-même de plus en plus souvent, moi aussi, à plonger le nez dans mon verre, à essayer de repérer les parfums, à faire tourner le vin pour qu'il s'aère, à essayer de chercher tous les arômes que je pouvais identifier. Et puis les cavistes qui me parlaient de fruits, de minéralité, de vivacité, de fleurs blanches et de fruits jaunes, je commençais à les écouter un peu plus attentivement et à comprendre ce qu'ils me racontaient. Rassurez-vous, ça m'empêche pas de trouver encore beaucoup trop de gens extrêmement snobs quand ils parlent de vin, en particulier quand avec un vocabulaire savant, ils disent d'énormes bêtises, parce que ça arrive. Mais j'ai compris aussi, comme l'avait soufflé mon grand-père, encore lui, lorsque, trop jeune, je n'appréciais pas encore le vin, j'ai compris que l'homme, et comme le vin, il gagne à vieillir un peu, et qu'il faut du temps pour apprécier certaines choses, en particulier les meilleures. Ce 3e épisode se nomme « Restons sobres à vin sobre ». Bienvenue dans la Terre à boire. Et nous sommes toujours sur la route des Côtes-du-Rhône méridionaux. Ça fait 3 semaines déjà qu'on se balade dans cette belle région. C'est une des plus belles régions de France, on va dire ça. Je ne dis pas ça parce que j'y ai grandi, mais c'est quand même une des plus belles régions de France. Bonjour l'objectivité. Dans l'absolu. Ça, c'est Patrice Defay qui parle déjà. Avant même que je l'ai présenté dans cette émission. Donc, la vallée du Rhône, c'est magnifique. Et le vignoble est également magnifique. On est précisément dans la partie méridionale des Rhônes. Entre Montélimar et Avignon, on a laissé les septentrionaux pour plus tard. Sur cette route des vins, donc 2 experts qui nous accompagnent. Patrice Defay, bonsoir. Et Laurent Delceau. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien. Ça va très bien. On a commencé cette petite balade en Rhône sud avec un domaine Richaud à Queyranne, qui était un vin blanc, qui était très fin, très raffiné, très intéressant, assez costaud quand même. Il avait du cœur, il avait de l'allant, et il n'était pas si léger. On s'est dit 1 verre, 2 verres, c'est formidable. Peut-être pas en abuser non plus. On est passé au rouge. Pas n'importe lequel, évidemment, l'appellation reine du Rhône-Sud, le Châteauneuf du Pape, domaine Charvin 2011. C'était très bien, c'était bien fait, c'était équilibré. Peut-être qu'il n'avait pas toute la profondeur aromatique qu'on peut attendre d'un Châteauneuf. Peut-être qu'il faut le laisser vieillir un petit peu aussi, mais c'était quand même très 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 bien. Aujourd'hui, Laurent, tu vas nous parler d'une appellation qui est proche du Châteauneuf. On n'est pas loin de Châteauneuf, on n'est pas loin de Gigondas, on n'est pas loin de Queyranne. Par contre, on est dans une appellation qui est quand même beaucoup moins célèbre. On peut le dire ? On peut le dire. On est loin sans être loin. On est passé côté Drôme provençal. Et il faut savoir... Du Vaucluse à la Drôme provençale. Tout à fait. Et il faut savoir que vin sobre, c'est la seule appellation qui est considérée comme un cru du Rhône en Drôme provençal. Donc les gens de vin sobre sont très fiers de cette petite particularité. Ils ont eu leur appellation crue en 2006. Ça fait une dizaine d'années, oui, en 2006. Il faut savoir que c'est un vrai défi pour des villages qui sont en Côtes-du-Rhône village de détacher leur nom de cette appellation chapeau de Côtes-du-Rhône village, et donc ils sont très très fiers de l'avoir fait. Ça veut dire concrètement que sur la bouteille, on n'a plus écrit Côtes-du-Rhône village ou Côtes-du-Rhône village vin sobre, mais on peut écrire tout simplement vin sobre. Et ça, c'est la noblesse. Ça, c'est le même niveau que Châteauneuf du Pape. Bon, avec un peu moins d'ancienneté, mais beaucoup de conviction et beaucoup de volonté, beaucoup de passion. Et donc aujourd'hui, cette appellation donc, qui n'existe qu'en rouge, vin sobre, c'est une appellation rouge. C'est un vignoble de taille assez modeste,
Ça se présente sous forme de coteaux. C'est sur une seule commune, celle de Vinsobres, avec 7 km de coteaux. Et ça représente à peu près 1400 hectares. Donc c'est tout petit. Enfin, quand on dit coteaux, pardon, je te coupe, mais quand on dit coteaux, on dit des vignes qui sont exposées, donc sur des petits vallons, des petites collines, et pas du vin de plaine. Parce que le vin de plaine, on a moins de soleil, le plus souvent, et on a éventuellement un peu plus d'eau. Là, on est en coteaux, c'est plus drainant, et on a une super exposition. Eh bien, c'est super. Tu viens de résumer exactement les bénéfices de cette exposition. Ils sont sur une exposition est-ouest, donc ça maximise effectivement l'ensoleillement. Ils sont en hauteur, et donc la rivière qui coule à Vinsobres, enfin au pied de Vinsobres, qui s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié le nom de cette rivière. Bon, c'est bête, mais en tout cas, le fait de s'éloigner de cette rivière, ça évite les risques de gelée printanière notamment. Et donc là, il y a à la fois un peu d'altitude. L'altitude, ça permet, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, de maintenir la fraîcheur dans des climats où on est quand même sur du climat méditerranéen. C'est Dominique Buffet lors de l'épisode 1 qui nous racontait ça, l'altitude, la fraîcheur. Oui, tout à fait. Donc là, le fait d'être un peu en altitude, ça permet de maintenir la fraîcheur dans les vins. Et notamment, une particularité de Vinsobres, puisque Vinsobres cultive les cépages qu'on a déjà vus dans la vallée du Rhône méridional, à savoir le Grenache, la Syrah, le Mourvèdre, mais il y a une forte proportion de Syrah qui se développe particulièrement bien dans les climats un petit peu frais et qui développe ces arômes d'épices et de poivre, voire de violette dans les vins. Aujourd'hui, il y a 24 domaines qui assure la production de Vinsobres, donc c'est pas énorme. Et en gros, c'est une production de 20 000 hectolitres, ça fait 5 fois moins que Châteauneuf-du-Pape, dont on parlait la dernière fois. Ça veut dire clairement que c'est des vins qu'il est plus difficile de trouver dans les grands réseaux de distribution. Tout à fait. Je vais sans citer, mais il y en a un qu'on connaît tous, Nicolas par exemple, qui fait par ailleurs d'excellentes choses, mais qui a besoin pour alimenter son réseau de plusieurs centaines de magasins, d'avoir des domaines qui peuvent produire autant. Vinsobres, c'est pas possible. C'est plus difficile. C'est une appellation qui est plus confidentielle. Ça permet quand on veut briller en société, sortir une appellation qui est moins connue. C'est toujours sympa. Et puis c'est surtout aussi plus économique qu'un Châteauneuf-du-Pape. Ça, c'est un aspect important aussi. Un aspect qui est pas négligeable. On trouve d'excellents compromis en termes de prix par rapport à la qualité du produit qu'on a sur un domaine comme Vinsobres. Tout à fait. Donc Vinsobres, c'est un joli coin, puisqu'en fait c'est au pied du massif des Baronnies et c'est une région qui historiquement était plutôt dédiée aux oliviers. Et en fait, en 56, une grande partie, quand je dis une grande partie, la grande majorité des oliviers a gelé pendant l'hiver de 56. Et donc les paysans se sont repliés, on va dire, au début, sur la vigne qui jugeait moins fragile, et ont remplacé une grande partie des oliveraies par des vignes. Donc les vignes de Vinsobres, elles ont à peu près cet âge-là. Les plus anciennes ont une soixantaine d'années. Ça vit combien de temps une vigne, parenthèse ? Ça vit... ça peut vivre un siècle, ça commence au-delà de 100 ans, 120 ans. Ça commence à réduire. Oui, la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est une question d'ambition du vigneron, à savoir, est-ce que je veux produire un vin de très grande qualité, avec une grande concentration, qui vient de mes vieilles vignes. Avec peu de volume. Mais avec peu de volume, effectivement. Alors, c'est ça qu'il faut préciser. Une vigne, elle vieillit, elle produit de moins en moins, mais un raisin de meilleure qualité. Oui, parce qu'en fait, le système des racines se développe, va de plus en plus profondément, va extraire des choses qui sont beaucoup plus riches, et donc apporter au raisin des arômes et une matière qui ne peut être produite que par des vieilles vignes. Il faut savoir qu'une vigne, elle commence à produire des raisins qu'on peut exploiter à partir de 3-4 ans déjà. Il faut au moins 3-4 ans pour avoir du raisin digne d'exploitation pour le vin. Et effectivement, après... Elle est à plein rendement, elle peut rester, 15-20 ans. J'ai dégusté ce midi un Beaujolais d'une parcelle qui avait, où les vignes ont 110 ans. Le niveau de concentration est juste incroyable. Quand on ne voit pas la bouteille, on n'imagine pas une seule seconde qu'on est en face d'un Beaujolais. Tellement le fruit est concentré. Pour revenir donc à Vinsobres, la particularité aussi de ce vignoble, c'est qu'ils ont maintenu un grand espace réservé au bois
et ça protège aussi le vignoble. Ça, c'est un point important. Les bois protègent le vignoble. Alors, et du Mistral, parce que le Mistral est l'ami de la vigne, mais parfois peut avoir des effets du fait du froid qui peut être gênant. Donc le bois atténue, enfin les forêts atténuent un peu cet effet du Mistral. Donc plutôt, on serait tenté de planter de la vigne partout, parce que la vigne ça rapporte, surtout on fait des vins de meilleure qualité. Mais il faudrait pas abattre les petits bouts de forêt, les petits bouts de bois qu'il y a entre les vignes, parce qu'ils ont leur utilité. Ils coupent un petit peu le vent. Comme tu as dit qu'on était un peu en altitude, peut-être que justement le froid va accentuer le vent va accentuer le froid. Donc du coup, c'est important de garder ces petits parcelles de bois. Tout à fait. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des appellations se rendent compte que, et des vignerons se rendent compte que la diversité est un élément critique de la réussite de la vigne. La monoculture met en péril le terroir. Donc il est important de varier un petit peu les paysages. Et à Vin-Sobre, c'est assez flagrant, puisqu'on voit donc des forêts, mais il y a aussi des champs de lavande, il y a aussi des oliveraies, parce qu'ils ont quand même encore des oliviers, et il y a des chênes truffiers, et pas mal de fruitiers. Donc on a un paysage qui est magnifique, qui est assez varié. Et ce village qui surplombe la vallée, c'est absolument charmant. Et donc quand on arrive dans ce village, on tombe assez facilement sur le domaine qu'on a choisi aujourd'hui, qui est le domaine Vallot, que j'ai visité moi-même il y a à peu près un an, que j'ai découvert il y a un an, et qui a la particularité d'être en biodynamie depuis déjà maintenant quelque chose comme 12-13 ans. Alors c'est parfait, ça nous donne l'occasion de parler un petit peu de la biodynamie. On en a un peu parlé lors du premier épisode en disant il y a plusieurs façons de faire, il y a le bio, il y a la biodynamie. Biodynamie, quand on dit biodynamie, et là on est en face d'un vin qui a vraiment le label, qui a ce petit logo Déméter. Oui. Je vais citer exactement comment ça s'écrit. Déméter, agriculture biodynamique. Alors, voilà, en quelques mots, biodynamie, ça veut dire quoi ? En fait, biodynamie, j'ai envie de dire que c'est une étape après le bio. De toute façon, pour être en biodynamie, il faut déjà avoir été certifié. Au moins avoir eu des pratiques bio pendant un certain temps. C'est l'étape, pour moi, de l'accomplissement. C'est-à-dire que, non content de ne plus mettre de produits chimiques dans sa vigne, on la traite aussi par homéopathie. On a tendance à dire que la biodynamie, c'est un peu ce que l'homéopathie est à l'humain. C'est-à-dire qu'on protège la vigne avec des tisanes. Sérieusement, on décante des tisanes de prêle, d'ortie, etc., qui ont des vertus et qui protègent la vigne des maladies. Donc après, on y croit pas. C'est un peu comme l'homéopathie, finalement. Tout à fait. On y croit pas. Le fait est que je suis rarement déçu par les vins que je goûte en biodynamie. Je ne sais pas si c'est psychologique, mais il y a toujours une part de subjectif là-dedans. Mais en tout cas, ou bien ce sont des vignerons talentueux qui embrassent la vision de la biodynamie, et auquel cas ils font des vins de vignerons talentueux, et la biodynamie n'a rien à voir avec leur succès. Mais en tout cas, le succès est là, le produit est bon. On pourrait dire que c'est un ensemble, tout ça. La biodynamie, c'est, comme tu le dis, une continuité. Déjà, je suis bio, donc j'arrose pas ma vigne avec des produits purement chimiques qui viennent de nulle part, qui n'ont rien à faire là. Et du coup, je pousse la logique jusqu'au bout. C'est s'aligner sur les cycles solaires, les cycles lunaires, etc., etc. Bon, après, la biodynamie peut être faite de manière, je dirais, dogmatique. À fond là-dessus, ou manière un peu plus raisonnée ou raisonnable. Donc je sais pas comment s'exprime le domaine Vallot par rapport à ça, mais il y a effectivement un accord ou un écho à la nature, donc autant l'écosystème par rapport à l'aspect bio pur. Là, on va y rajouter, je dirais, une résonance avec les cycles naturels, on va dire ça comme ça, oui, dans le domaine biodynamique. Il y a des grands domaines qui fonctionnent en biodynamie, donc Romanée Conti est en biodynamie maintenant, Sindhumbrecht. C'est pas rien, Romanée Conti. C'est le domaine le plus connu of the world, je pense. Et Sindhumbrecht en Alsace est là-dessus. On va avoir aussi Pontet-Canet à Bordeaux, qui est un domaine que j'adore
en Bordeaux classique, je dirais, qui est en biodynamie. Donc voilà, il y a un vrai mouvement. Après, ça va jusqu'à c'est une question de conviction, mais ça va jusqu'à l'extrémisme avec vraiment, c'est mon cheval qui passe dans les vignes et qui herse la vigne et puis les potions magiques druidiques, on pourrait presque dire, pour la vigne. Mais il y a une vraie tendance de biodynamie en ce moment. Oui, tout à fait. Donc ouais. Et là, en fait, Continue. donc c'est le vigneron, donc François Vallot, qui a mis ça en place il y a à peine une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, c'est sa fille qui, après avoir fait une carrière, elle, plutôt dans l'hôtellerie, l'hôtellerie de luxe, qui a traversé toute la planète dans des grands hôtels, qui, le jour où son père lui a annoncé qu'il allait être obligé de vendre le domaine, s'est dit, bon, je peux pas faire autrement. C'est pas possible. On peut pas céder ce domaine qui est là depuis 4 générations et donc elle est aujourd'hui en train de reprendre les rênes du domaine. Donc ça, c'est aussi une belle histoire, quelque chose qui moi me parle beaucoup au moment où je goûte un vin, c'est de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière ce vin, les gens qui le font. Parce que la réalité, c'est qu'on a 1000 réalités derrière un vin. On peut avoir des grosses machines bien implantées qui font des vins sur 3, 4, 5 appellations différentes. Voire on a vu des vins, des exploitants de Bourgogne venir racheter des domaines en Côte-du-Rhône et faire des vins. Ou alors on a l'exploitation, l'image un peu classique qu'on a de l'exploitation familiale sur 3, 4, 5, 6 générations qui se transmet de père en fils en fille. La réalité, elle est parfois très différente. Donc elle est absolument différente et moi, en tant que nouveau professionnel du vin, on va dire, c'est ce qui, et en tant que consommateur, c'est ce qui me parle. Moi, j'aime avant tout dans un vin retrouver la passion que le vigneron a mis dedans. Et pour le coup, là, sur le domaine Vallot, on sent vraiment que tout est fait pour produire des belles choses et produire des émotions, encore une fois, sur les gens qui vont déguster les vins. Donc c'est un domaine qui fait une 30aine d'hectares, hein, donc c'est plutôt un assez joli domaine. Ça fait à peu près 80 000 bouteilles par an. Ils travaillent pas que sur du vin sobre, enfin ils produisent pas que du vin sobre, ils ont aussi des parcelles un peu en dehors de l'appellation, puisqu'ils produisent aussi du blanc en Côte-du-Rhône. Et ils ont donc un certain nombre de cuvées. Donc aujourd'hui, on a pris la cuvée classique, on va dire la cuvée de base, entre guillemets, vin sobre du domaine Vallot. On va la poster sur Twitter, domaine Vallot, le Coriançon. Alors, je ne sais pas si c'est le nom de la cuvée ou si c'est le nom du... Alors en fait, le Coriançon, c'est le nom d'origine du domaine. D'accord. Et c'est Anaïs, donc, qui vient de prendre les rênes, qui a décidé que aujourd'hui, il était intéressant de communiquer sur le nom de famille du domaine, puisque ça fait quand même quelques années qu'ils ont mis leur empreinte sur le domaine. Et aujourd'hui, c'est bien de connaître le nom du vigneron qui travaille sur ses produits. C'est quand même assez porteur, il faut reconnaître. Parce que le François Vallot qui est inscrit sur l'étiquette, c'est bien le vigneron qui aujourd'hui... Oui, c'est le père d'Anaïs. C'est le père d'Anaïs. Voilà, c'est la transition aujourd'hui entre François qui est en train de transmettre à sa fille. Oui, tout à fait. Donc, je vous propose maintenant qu'on... on va le goûter, on va le déguster. À la dégustation. On va le regarder d'abord comme il se doit. La première étape de la dégustation, on va le redire, c'est d'abord l'œil, la vue. Qu'est-ce que ce vin nous inspire quand on le regarde ? Donc un autre point peut-être important de la biodynamie, enfin en tout cas un des points de la biodynamie, mais d'autres vignerons non biodynamiques le font, c'est qu'ils utilisent leur propre levure pour la vinification. Alors peut-être pour clarifier un peu les choses. Oui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça là ? Le vin, donc, c'est le produit d'une fermentation on transforme le sucre qui est dans le raisin en alcool. Cette transformation, elle est réalisée par des levures. Bon, normalement, quand vous laissez un fruit fermenter naturellement dehors, il y a des levures qui vont s'installer et la fermentation va avoir lieu. Aujourd'hui, depuis des années maintenant, pour faire du bon vin, on considère que c'est bien d'utiliser un certain type de levure. Donc, il y a des industriels qui se sont développés et qui proposent des levures très calibrées qui permettent de réaliser des bons vins avec un type de fermentation qui va être très contrôlé, qui fonctionne à tel niveau de température, etc.
la tendance ces dernières années, c'est de se réapproprier des vignerons, c'est de se réapproprier un petit peu la fermentation de leur vin en utilisant leurs propres levures. Les levures, elles existent partout. Elles sont sur les baies de raisin au moment de la vendange. Elles prolifèrent dans le chai, etc. Donc, si on a des bonnes souches de levure dans sa propriété, dans son domaine, on peut envisager de faire fermenter le raisin avec ses propres levures. C'est complètement en phase avec tout l'ensemble de la logique de la biodynamie, finalement. Absolument. C'est les levures indigènes. C'est ce qu'on appelle les levures indigènes par rapport aux levures sélectionnées qui sont celles, on va dire, industrielles, entre guillemets. Et ça permet vraiment au vin d'exprimer le terroir sur toute sa longueur, pas seulement au moment de la croissance de la vigne, enfin de la croissance du fruit et de l'expression du raisin en lui-même, mais après même au niveau de la vinification se fait avec des levures qui correspondent au terroir en question. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ces nouvelles pratiques qui sont nouvelles, comme on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. Avant la guerre de 40, avant la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait des levures indigènes parce qu'il n'y avait pas d'autres types de levures. Donc, oui, c'est un retour aux sources finalement, ces levures. On fait un retour à des pratiques beaucoup plus authentiques. Parce que peut-être que, comme dans pas mal d'autres domaines, dans les années 50, 60, 70, 80, on s'est un peu écarté d'une pratique un peu ancestrale. On est parti dans des solutions de facilité, beaucoup de chimie, beaucoup de... Le besoin était là. Je pense qu'on avait besoin de reconstruire le pays, de le nourrir, et on était prêt à le faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire que toutes les solutions qui permettaient d'augmenter la productivité, on les adoptait. Et le plan Marshall a été, sans vouloir rentrer dans de l'anti-américanisme primaire, a été un moyen quand même assez insidieux pour pousser les grands groupes nord-américains dans le quotidien des Français, et notamment, y compris dans le vin, et notamment dans l'agriculture et le vin. Oui. On peut dire aussi que c'est une courbe d'apprentissage finalement, où on est parti dans une direction. Les années 90-2000, aujourd'hui 2010, nous ramènent, avec la prise de conscience écologique, vers des choses peut-être plus raisonnées, plus raisonnables, plus cohérentes, j'ai envie de dire, parce que de dire on va pas aller chercher des levures qui ont poussé je ne sais où, on va prendre les levures que le domaine est en mesure de produire, comme on a toujours fait le vin durant des millénaires. Le vin, c'est pas un produit nouveau, c'est juste de la cohérence finalement, un retour à une cohérence, un respect de la nature. C'est the terroir, mais poussé à l'extrême. C'est la logique de terroir, absolument. Il faut absolument que je trouve. On va faire une petite boucle avec des petits sons de tous ces Anglais, ces Américains qui disent terroir, c'est magnifique. Alors le nez, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le nez, qu'est-ce qu'il nous dit ce domaine, François Vallot ? On n'a même pas parlé de la couleur encore. C'est vrai ça. Vous êtes pressés, les gars. On goûte, on déguste. Et moi, je le trouve magnifique. En tout cas, on a il est intense. Un grenat hyper soutenu, quelque chose de. C'est presque noir par endroit. Oui, là, il est bien intense. Il est grenat. Alors, je vais dire, je me lance. Mourvèdre, il y en a. Il y en a un peu, je crois, oui. C'est bien. En fait, je triche un peu parce que je suis au nez, mais je l'ai déjà goûté. Alors c'est bien d'aller le chercher parce que il y en a un petit peu. Mais alors là, t'es fort, parce qu'il y en a 5%. Donc on est sur une cuvée 2014. Je suis fort d'abord. J'ai oublié de préciser. C'est un assemblage en fait. C'est ça. Et oui, comme Syrah, Grenache, Mourvèdre. Comme quasi systématiquement, j'allais dire. Systématiquement. Dominant de Grenache. Dominante Grenache, parce que le Syrah ressort pas immédiatement au nez en tout cas. Mais par contre, il y a une Syrah assez importante, c'est ça la particularité de vin sobre par rapport aux autres, peut-être aux autres appellations du sud, c'est le fait d'avoir une part de Syrah qui est assez importante. Donc là, il y a 30% de Syrah. 30% de Syrah, 5% de Mourvèdre, ça nous laisse 65% de Grenache. Et donc on est sur un vin donc qui a une vinification en levure indigène. Et donc une macération qui est pas très longue, qui est d'une quinzaine de jours. Et tout se passe en cuve béton, là. On n'est pas du tout après sur du... On va pas chercher le bois. On reste sur du fruit. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment de développer des vins, de produire des vins
qui peuvent être consommés rapidement, qui sont sur le fruit, sur le plaisir. On cherche pas la complexité, la sophistication. Pour autant, en termes d'arôme, ça envoie quand même... Après, c'est puissant. Là, il me semble qu'effectivement, on est sur des choses très puissantes. Mais bon, un nez assez simple, avec le classique fruits rouges assez mûrs. Hein. Là, on est vraiment sur de la mûre, du cassis et un peu d'épices, évidemment. Hein, on connaît la propension de la Syrah à nous faire penser au poivre. Là, on peut pas dire que... Enfin, je sais pas, moi, je sens pas de violette, comme parfois c'est le cas. Non. Notamment dans le nord de la vallée du Rhône, où là, c'est assez fréquent. Mais on a un nez simple, mais bien puissant, donc assez plaisant. Et on le goûte. Et on le goûte. Et on le goûte sans le recracher. Parce qu'en studio, ça se fait pas de recracher. Non, on recrache pas sur la console, s'il vous plaît. Et on n'a pas les espèces de vases là dans lesquels on recrache. Moi, j'ai jamais su se faire ça, recracher les vins. Les crachoirs, mais non. Ça... Bon, les professionnels n'ont pas le choix, parce que quand tu goûtes 50 vins dans la journée, t'as pas le choix. Sinon, tu finis par terre et tu meurs très très jeune. Mais là, non. Dans la terre à boire, on a choisi de boire les vins et de les avaler. Tout à fait. Sinon, on change de nom. Et c'est plutôt... la terre à cracher. Ah, c'est moins fun. C'est moins sexy, c'est moins fun. Et c'est plutôt sympa en bouche. Hein. C'est bien charnu. Et puis, alors là, pour le coup, moi, je me fais plaisir sur le fruit. Hein. Je sais pas vous, mais le cassis et la mûre, j'ai l'impression de les croquer. Des fruits noirs, des fruits rouges bien mûrs, comme tu dis, des fruits noirs. En termes de tanin, assez fondu. Assez fondu, tannique. Je pense que là, pour le coup... Fondu, ça veut dire qu'on les sent pas beaucoup. C'est pas trop astringent, c'est peu râpeux, c'est peu rêche. Ça colle pas. Les tanins, c'est à l'intérieur de la bouche. C'est ces particules qui te donnent l'impression effectivement que ça râpe un peu, que ça s'accroche au fond de ton palais. C'est très très puissant sur des médocs. Parce que Surtout jeune, en fait. Parce que les tanins se transforment en quelque chose avec le temps, c'est ça ? En fait, avec le temps et le bois, en général, parce que c'est la combinaison des deux, il y a les particules... Enfin, il y a une petite réaction chimique qui se produit qui fait que les tanins s'assouplissent et se fondent. C'est déjà assez fondu pour un 2014. Ouais. Et là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose que je trouve très souple. Alors, moi, je sais pas, j'ai une sensation, peut-être vous allez me dire, mais j'ai un petit côté quand même pierre à fusil ou sur la fin de bouche, mais qui est assez agréable en fait. Pierre à fusil, on est plus sur une note minérale là pour le coup. Oui, enfin ce qu'on appelle la catégorie empyromatique, donc pierre à fusil, café, silex, etc. Une légère sensation, mais c'est plus de l'ordre de la sensation que du goût, que de l'arôme. J'ai un petit côté, je sais pas, pierre à fusil, mais bon, c'est vraiment... En fin de bouche. C'est l'impression que ça me donne. Oui, non, mais il peut y avoir cette sensation, effectivement. En tout cas, on sent un vin qui a quand même une bonne tension, et ça, c'est agréable, parce que on n'est pas emporté par l'alcool, qui est quand même, je pense, assez élevé. J'ai pas vérifié le niveau d'alcool. 14 degrés. Voilà, on est bien sur du Rhône méridional, des choses qui sont charpentées, costauds, bien chargées en alcool. Mais justement, le climat assez frais finalement de vin sobre permet de rester sur des choses assez tendues. On n'est pas très loin, mais si on se rappelle un peu du Châteauneuf qu'on a bu lors de l'épisode précédent, c'est des vins très différents. Pourtant, on a de la Grenache, du Grenache et de la Syrah. Alors ici, on a du Mourvèdre, je sais plus s'il y en avait dans le Charvin, mais on est dans des vins qui laissent une impression vraiment différente. Aussi, ouais. Il y en avait un petit peu ? 5%, ouais. 5%, la même quantité. Là, il y a beaucoup plus de Syrah. Donc on serait peut-être plus sur le fruit. Dans ce qu'on appelait les nouveaux Châteauneuf avec une dominante de Syrah. Ouais. Maintenant, effectivement, il y a de la... Voilà, il y a peut-être effectivement plus de fraîcheur, moins d'épices. Enfin, je trouve que les épices du Syrah s'expriment moins que sur ce que j'ai pu goûter en Châteauneuf. Je dirais tendance Syrah, ça me préfère. Ça préfère. Et on est plutôt effectivement dans le fruit que dans les notes cacaotées, on va dire ça comme ça, que j'ai pu trouver dans le Syrah de Châteauneuf. Mais oui, effectivement, la fraîcheur et les fruits dominent. Et puis moi, je maintiens que en fin de bouche, je trouve un petit peu un côté empyromatique. Voilà. Mais, c'est ma perception. Mais c'est ça qui compte, c'est la perception de chacun.
si on cherche l'accord, il n'y a pas d'accord parfait, on l'a déjà dit. C'est quoi? Enfin, on le mettrait en face de quoi, ce vin-là? Pas à l'apéro, on est bien d'accord. Arrêtez avec l'apéro. C'est plus l'heure de l'apéro. Du vin rouge en apéro, c'est... Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire, ouais. C'est des vrai. vins légers, des vins... C'est pas un truc auquel je pense spontanément, mais oui, ça peut le faire. Par contre, là, je pense que c'est quand même un vin de copain, un vin de... Enfin, c'est peut-être le sous-évaluer en disant un vin de copain, ça pourrait passer comme un petit vin. Non, on aime bien les copains. Mais un truc sans prétention. C'est immédiat, quoi. Voilà, C'est du plaisir facile. Je pense que avec les éléments qu'il a, c'est-à-dire cette tension, je pense que on peut le faire vieillir et on trouvera autre chose, des choses qui seront plus évoluées, effectivement, si on aime que ça évolue vers des choses un peu plus animales. Mais là, l'avantage, c'est qu'on peut le boire tout de suite, se faire plaisir tout de suite. Et moi, je le prends, j'accompagne un petit barbecue avec ça. C'est vrai, c'est un bon vin de barbecue, ça. Parfait. Des bonnes grillades, accompagnées de... Petites côtelettes d'agneau. Ouais. Peut-être pas la merguez, je sais pas. Quoique, faut voir. Ça le fait bien. Ça va se faire. Oui, ça marche bien. Et puis le fromage. Moi, je pense que le fromage, moi, je suis. Alors, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à être convaincu sur du rouge, sur le fromage. Je suis désolé, mais. Toi, tu bois du blanc avec le fromage? Ah oui, majoritairement, oui. C'est vrai? Ah oui. C'est rare. Ouais. C'est pas la pratique la plus courante, on va dire. Je pense qu'il y a un peu toutes les écoles sur. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ça dernièrement, dire mais finalement sur le fromage, la bonne idée c'est le blanc. Il faut être un peu à contre-courant. Oui, il faut. En tout cas, clairement sur les chèvres, tu peux pas te faire plaisir. Moi, je le mettrais bien en face d'un brie, d'un camembert, d'un truc un peu. Mais c'est peut-être classique de dire ça. C'est-à-dire, il est costaud, je mets en face, mais un fromage costaud. Peut-être que c'est trop simple. Il est pas si costaud que ça, je pense qu'il est. Non, ça va parce que à la limite. Il est généreux quand même. Le danger. Il est pas si costaud que ça. Le danger d'un rouge, s'il est trop tannique, face à un brie notamment, je suis tombé récemment sur cette expérience-là, c'est que ça donne au fromage une espèce de goût métallique. Enfin, moi, j'ai une expérience très très désagréable à vouloir absolument essayer, parce que j'aime bien les tests, en me disant, mais finalement, pourquoi ça bloque? Est-ce que ça bloque vraiment, ou est-ce que moi, j'aimerais bien ça? Et c'était très très déplaisant, très très déplaisant. Et pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que non content de ruiner le vin, ça ruinait aussi le fromage. Ah oui, on perd sur tous les tableaux là. Non, et c'est ça l'accord. L'accord, c'est de se dire, en les buvant, enfin en les consommant ensemble. En plus, un gal 3. Voilà, tout à fait. Mais moi, je suis assez avec le manque de compétences que j'ai, mais je pense que je suis assez en phase sur le fait que l'accord, c'est une question de catégorie. C'est comme à la boxe, une question des poids plumes, des poids lourds. Donc, on est sur un vin que je qualifierais moyen en termes de catégorie. Il n'est pas hyper puissant, il n'est pas discret. Donc, j'aurais tendance à aller sur un fromage de poids moyen, on va dire ça comme ça. Donc, peut-être une tome de brebis, etc. Je pense que ça peut se tenter. Mais après, on va peut-être essayer l'accord après la fin de cette émission. Mais voilà, je pense que ça se tente quand même. Aux truffes. Je pense que ça se tente quand même sur un accord tome de brebis ou chose de ce type-là, c'est-à-dire un fromage un peu de caractère, pas trop présent non plus, sans aller dans les roqueforts ou des choses de ce type-là. Mais je le tenterai bien là-dessus. Bah écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce vin sobre nous a enchantés. Une dernière petite question peut-être, puisque c'est toi qui l'as acheté. Oui. Ah oui, combien ça coûte? Alors d'abord, où je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé dans un petit bistrot très sympa qui s'appelle Le Divin, qui se retrouve rue Blanche à Paris, dans le 9e. La rue Blanche, c'est le 9e, on peut pas se tromper. Petit bistrot, resto très sympa. Ils étaient en plein service. Le caviste a quand même pris un peu de temps parce que je cherchais ce vin-là, donc il a peut-être été intrigué pour me dire que oui, c'était une belle maison, que c'était un beau petit vin, c'était du bio et même de la biodynamie. C'était François Vallot qui, par ailleurs, travaille extrêmement bien. Et en termes de prix, je pense que ça devait se trouver autour de 17 €, 18 €, moins de 20 € en tout cas. D'accord. C'est ça? C'est un peu plus? Non.
Je considère il pense que t'es fait arnaquer. En fait. Je pense qu'il considère que c'est déjà cher pour ça. Je pense qu'il se fait assez bien plaisir par rapport au prix auquel il l'achète. Mais ça, c'est encore mon jugement. C'est vrai, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que quand on cherche du côté de vin sobre, si on cherche des commentaires, des choses comme ça qu'on trouve sur le web aujourd'hui, beaucoup de commentaires vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a des vins sobres en supermarché à 4 €, à 3, 4, 5 € et qui sont d'excellents rapports par rapport à tout un tas d'appellations un peu plus cotées. Et c'était un peu l'objet de cet épisode 3 là, de parler d'une appellation un peu moins cotée. Ce sera encore plus le cas dans l'épisode 4. On peut aller chercher des vins extrêmement bien faits, très équilibrés, bien fichus. C'est juste qu'ils n'ont pas l'étiquette, quoi. Vin sobre, c'est pas Châteauneuf-du-Pape, donc ça coûte pas 70 €. C'est pas les mêmes vins, qu'on soit bien d'accord. C'est pas la même dimension que un vieux télégraphe, mais il y a de la matière, il y a quelque chose pour se faire plaisir. Il y a un vin extrêmement bien fait, bien structuré, pour un prix finalement très 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 intéressant. Et c'est vrai que 17 €, peut-être que c'est déjà beaucoup. Après, c'est un caviste, hein, c'est un caviste restaurant, donc il met sa marge. C'est pas à toi, Laurent Delso, que je vais rappeler ça, qui tient la belle petite cave et le bon petit bar à vin dans le 9e qui s'appelle Wine Therapy. Wine Therapy. On parle un peu anglais ici, sinon c'est Wine Therapy. Mais comme il a une clientèle extrêmement internationale qui vient des États-Unis pour goûter ses vins, on va l'appeler Wine Therapy, rue de Montolon dans le 9e. On a donc passé un excellent moment avec ce vin sobre. C'est déjà la fin de ce 3e épisode de La Terre à boire. C'était encore un grand plaisir d'être en votre compagnie. Merci Patrice, merci Laurent. Merci. La semaine prochaine, nous serons toujours dans la vallée du Rhône, mais nous changerons de rive. Et là, j'y tenais beaucoup pour aller voir ce qui se fait de l'autre côté, parce que là, on parle que d'un côté, le côté est, et de l'autre côté, dans le Gard, dans l'Ardèche. L'Ardèche fait aussi partie du coin, mais on va dire dans le Gard, parce que dans l'Ardèche, c'est un peu moins connu et difficile, un peu plus difficile à identifier, mais il y a le Vivarais, tout ça. J'avoue que je connais pas ces vins-là. Mais on va aller de l'autre côté dans le Gard à la découverte du domaine des Maravillas. Comme de coutume, je remercie tous ceux qui mettent des commentaires sympas sur iTunes. Ceux qui veulent mettre des commentaires moins sympas, allez-y, hein, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. En tout cas, les commentaires sympas, ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas de mettre une note, évidemment, les fameuses étoiles, l'obsession de tous les podcasteurs de la Terre. Sur Twitter, vous le savez, c'est à l'adresse @laterreaboire que vous nous retrouvez. N'hésitez pas à nous interpeller, nous proposer vos vins, nous proposer vos régions, nous critiquer, nous parler, on discute. C'est ça qui fait avancer le débat. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission sur les Rhônes Sud, avant de passer à un autre cycle. Et pour la première fois, on sortira donc du Vaucluse, comme je vous l'ai dit, et de la Drôme pour aller de l'autre rive du Rhône. Et donc le prochain cycle, il y aura d'autres vins à découvrir. Et là, je ne résiste pas à une petite devinette entre l'épisode 3 et l'épisode 4 à propos des vignobles que nous visiterons ensuite. Il s'agit bien sûr d'une région qui fait d'excellents vins. Sinon, on n'en parlerait pas. Majoritairement des rouges. Malheureusement, c'est une région dont beaucoup de gens ont une image extrêmement faussée. Beaucoup pensent qu'on y fait des vins insignifiants, voire médiocres. Je vous laisse deviner de quel domaine, de quelle région on parle. Nous tâcherons, en tout cas, nous, ici, à La Terre à boire, de vous démontrer que la réalité est bien différente de ceux qui trouvent. Vous n'avez qu'à poster la réponse avec vos commentaires sur iTunes. Messieurs, bonne soirée. Bonsoir. À très bientôt. La bise et à très vite.